Dans cette vidéo, nous allons proposer un corrigé rapide du devoir commun qui a eu lieu récemment, donc pour le niveau 4e, avec tout d'abord le premier exercice donc sur la partie géographie, dont le sujet était rédiger un développement construit présentant les motifs de départ des migrants et les conséquences de ces migrations sur les pays de départ et d'accueil. Donc il y avait un guide en fait pour vous indiquer en fait les différentes étapes à suivre. Idéalement, il te fallait une introduction, une conclusion et commencer chaque paragraphe. Donc il y avait 3 paragraphes à écrire. Commencer chaque paragraphe par le sujet du paragraphe, en énonçant clairement le sujet du paragraphe et ce qu'on va montrer dans le paragraphe concerné. Donc il fallait commencer par une introduction sur le terme de migrant ou de migration. Donc un migrant est une personne qui quitte son pays d'origine ou son pays de naissance pour se rendre dans un autre pays et potentiellement s'y installer. Donc le sujet du chapitre en 4e étant les migrations internationales, on travaille sur des migrations qui vont traverser les frontières. Il était possible de définir également le terme de migration. Donc la migration désigne du coup le déplacement d'une population ou d'un groupe de personnes ou d'une personne entre un pays de départ, un pays d'accueil ou entre un pays d'origine ou de naissance et le pays d'arrivée. Ensuite, il fallait faire un premier paragraphe sur les motivations de départ des migrants. Donc idéalement, il fallait commencer ce paragraphe en ayant fait un saut de ligne par rapport à l'introduction. Il fallait commencer ce paragraphe avec une phrase claire. Donc par exemple, les raisons de départ ou les motivations de départ des migrants sont très variées. Point. Et ensuite, il fallait enchaîner avec donc une explication de ces différentes raisons. Donc la plupart du temps, les migrants migrent pour trouver des meilleures conditions de vie, chercher une vie meilleure ailleurs, un meilleur salaire, un meilleur travail, un meilleur logement. Donc c'est le cas de la plupart des migrations dans le monde qui recensent plus de 200 millions de personnes, avec un pourcentage au final très faible. Moins de 3% de l'ensemble de la population mondiale va faire des migrations. Donc c'est ce qu'on appelle des migrations économiques. Ça peut concerner les migrations de l'Inde ou de l'Asie vers des pays du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar notamment. Ça peut concerner également les différentes migrations mexicaines vers les États-Unis, qui sont un des mouvements de population au niveau des migrations, un des mouvements de population les plus importants en nombre dans le monde. D'autres raisons pour migrer peuvent être pour les études. Dans des pays développés, on assiste à ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, c'est-à-dire des personnes diplômées ou des étudiants qui sont dans des études longues, qui vont fuir ou quitter plutôt leur pays pour aller travailler ou étudier dans d'autres pays et poursuivre justement ces études, éventuellement trouver des conditions meilleures pour leurs études. Toujours dans la catégorie des meilleures conditions de vie, on peut trouver des migrants qui sont dans la pauvreté, dans la précarité. On peut également trouver des migrants qui sont beaucoup plus riches et qui cherchent à améliorer encore davantage leurs conditions de vie alors qu'ils peuvent appartenir au moins à la classe moyenne. Donc c'est le cas éventuellement de cadres des pays développés ou même parfois de retraités qui peuvent être issus par exemple du Royaume-Uni et qui souhaitent aller passer leur retraite dans des maisons secondaires en Europe de l'Ouest, en Europe du Sud ou sur les côtes de la Méditerranée. Enfin, on peut retrouver différentes raisons pour finir, donc notamment en ce qui concerne les migrants qui quittent leur pays pour des raisons politiques, pour des raisons de persécution, pour des raisons de guerre civile, et donc qui vont chercher l'asile, c'est-à-dire le refuge dans d'autres pays. Donc dans ce cas-là, certains de ces migrants peuvent se voir attribuer le statut de réfugié, c'est-à-dire de personne en danger dans son pays d'origine qui reçoit la protection, c'est-à-dire l'asile, dans son pays d'accueil.
Et enfin, bien sûr, on peut rappeler, l'existence des migrants climatiques, qui sont des personnes aujourd'hui essentiellement dans l'océan Pacifique, des personnes qui peuvent, perdre, leur maison, leur logement, à la suite d'une montée des eaux, à la suite d'inondations et qui vont être contraints de quitter, parfois de migrer à l'intérieur de leur propre pays ou, parfois même de quitter leur pays d'origine, pour, recevoir, également un asile climatique et être réfugiés climatiques dans un pays étranger où ils pourront être en sécurité par rapport à la question climatique. Ensuite, il fallait enchaîner sur le paragraphe suivant, donc donner les conséquences de ces migrations sur les pays de départ. On peut commencer ce paragraphe avec une phrase simple, hein, les conséquences de ces migrations sur les pays de départ sont nombreuses et importantes. Donc le départ d'une population pour le pays de départ donc, est important. Plus cette population qui part est nombreuse, plus ça peut éventuellement déstabiliser le pays, hein. Donc on peut parler de plusieurs milliers de personnes selon les pays qui peuvent quitter leur zone. Par exemple, donc dans des pays d'Asie comme l'Inde, le Pakistan, la Birmanie, le Bangladesh, on va avoir un départ d'ouvriers, notamment, pour rejoindre des pays du Golfe ou des pays d'Afrique de l'Est, pour travailler, pour gagner un meilleur salaire, toujours dans des métiers ouvriers. Dans d'autres cas, le pays de départ va voir partir une partie de la population diplômée ou en études, pour les migrations de cadres, pour les migrations d'étudiants en études longues, puisque ces personnes-là vont quitter le pays pour poursuivre ou continuer ou améliorer leurs études à l'étranger. Donc c'est aussi éventuellement un problème pour certains pays, y compris parfois en Océanie, je pense à l'Australie, y compris parfois en Europe occidentale. C'est une question importante, le départ de ces populations potentiellement diplômées. Donc cela peut créer des changements ou déstabiliser éventuellement le pays de départ. Enfin, ce qui est important de noter, c'est ce qu'on appelle les effets retours. Le pays de départ, en conséquence des migrations, peut aussi recevoir de l'argent. Donc la plupart du temps, les migrants qui ont migré pour trouver une vie meilleure dans un pays étranger vont envoyer une partie de leur argent à leur famille, à leurs proches qui est resté dans le pays d'origine, dans le pays de départ. Et donc cela, c'est une conséquence importante des migrations internationales sur les pays de départ, donc c'était important de le mentionner. Enfin, dernier paragraphe, il fallait le commencer encore une fois par une phrase claire du type les conséquences des migrations sur les pays d'accueil sont enfin très importantes. Donc même si 97% de la population de la Terre ne fait pas de migration internationale, les quelques pourcents restants qui migrent concernent malgré tout plusieurs centaines de millions de personnes. Donc ça peut être potentiellement une population plus importante qui arrive, qui va se concentrer sur certains pays. On avait parlé tout à l'heure de la migration mexicaine vers les États-Unis. Donc cela va créer une population supplémentaire dans le pays d'accueil. Le pays d'accueil peut voir apparaître des tensions sur la question migratoire, c'est le cas en Amérique du Nord par exemple, c'est le cas également en Europe, et se diviser entre des personnes qui souhaitent accueillir ces migrants, ces migrantes, ou des personnes qui ne souhaitent pas justement les accueillir. La population de migrants qui arrivent peut justement être présentée comme un poids, c'est-à-dire comme une population qui cherche du travail et dans un système de marché du travail qui ne va pas forcément leur donner d'activité. Ou alors, c'est le cas par exemple en Amérique du Nord, cette population peut également servir de main-d'œuvre et fournir davantage de personnes de personnes travaillant dans la vie active qui vont fournir une aide à l'économie. Donc cela peut être un avantage important pour les pays d'accueil qui vont avoir davantage de travailleurs, notamment dans des pays, si ces pays d'accueil sont des pays développés, des pays riches qui ont un problème de natalité, c'est-à-dire un problème de naissance, et qui, sans les migrations, verraient baisser ou décroître petit à petit leur population. Donc les migrations de travail sont assez importantes, notamment dans les pays du Golfe, hein, Arabie Saoudite, Qatar, Yémen, Bahreïn, Oman, Émirats Arabes Unis, où la population étrangère, la population immigrée, va représenter parfois plus de 10% de la population résidente du pays. Enfin, en dernière conséquence sur les pays d'accueil,
On a dit que c'était contrasté, donc certains pays vont mettre en place des mesures favorisant l'accueil des migrants. D'autres pays ne vont pas mettre en place ces mesures, vont plutôt construire des murs ou des frontières clôturées. Donc c'est le cas partiellement sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ou encore d'autres pays, notamment d'Europe de l'Est, notamment la Hongrie, face à des flux migratoires issus de l'Est ou du Sud de la Méditerranée, vont mettre en place des systèmes de camps de migrants, de camps de rétention pour migrants, notamment de migrants illégaux, afin de les contrôler et potentiellement de les renvoyer soit dans leur pays d'origine, soit en direction de leur pays d'origine. Donc les réactions des pays d'accueil sont très différentes selon ces pays. Idéalement également, il fallait s'appuyer sur la carte qui était fournie en illustration, puisqu'elle contenait des informations importantes. Ne pas oublier sur les pays d'accueil que la plupart du temps, le pays d'accueil se trouve dans le même continent que le pays de départ, puisque la plupart des migrations internationales sont intracontinentales. Donc notamment la plupart des migrations africaines restent à l'intérieur du continent africain, donc notamment c'est le même cas pour les migrations asiatiques. Donc il faut également le mentionner. Et donc il fallait également finir la rédaction par une conclusion. Ça pouvait toujours être bonifié dans votre note. Enfin, la dernière partie, donc en histoire, comptait pour 12 points. Donc c'était un nombre important de points, mais il y avait une série de questions plus courtes auxquelles il fallait répondre. Donc on était face à un texte prononcé par Louis XVI. C'était un discours de Louis XVI à l'ouverture des États généraux, à la veille, ou au tout début de la Révolution en France. Donc la question a été: quelle est la date de l'ouverture des États généraux? Donc les États généraux se sont ouverts en France le 5 mai 1789. Vous devez faire des phrases-réponses pour répondre aux réponses, même si ce sont des réponses courtes. Question 2, pourquoi Sa Majesté a-t-elle décidé de rétablir les États généraux? Donc Louis XVI a décidé, là il fallait lire le texte, a décidé de rétablir les États généraux pour régler le problème de la dette de l'État à travers une modification des impôts. Et la deuxième partie, c'était répondre à ce que Louis XVI appelle un désir exagéré d'innovation, c'est-à-dire trouver des réponses politiques, écrire de potentielles nouvelles lois pour répondre au mouvement en fait, des Lumières, qui proposait une réflexion politique et qui demandait des réformes, notamment en France et en Europe, depuis le XVIIIe siècle, depuis le début du XVIIIe siècle. Question 3, quelles sont ces assemblées dont parle le roi ici? Les assemblées dont parle Louis XVI dans son discours, ce sont les assemblées des États généraux, c'est au pluriel, puisque les États, ce sont les trois ordres de la société, et ce sont en fait les députés des trois ordres de la société, c'est-à-dire les députés de la noblesse, les députés du clergé et les députés du tiers-État. Donc c'est les députés de ces trois ensembles-là qui forment l'Assemblée des États généraux en France. Question 4, selon le texte et vos connaissances, quelles sont les causes de la dette de l'État? Les causes de la dette de l'État, d'après le texte, sont une guerre dispendieuse, c'est-à-dire une guerre où la France a beaucoup dépensé. Louis XVI parle de la guerre de l'aide française à la guerre d'indépendance des États-Unis entre 1776 et 1783. Et l'autre cause de la dette de l'État français à l'époque, c'est tout simplement le fait que l'État dépense plus qu'il ne reçoit. L'État a plus de dépenses que de revenus, notamment en raison des dépenses liées à la guerre, notamment en raison des dépenses liées au fonctionnement classique de l'État. La Cour ne dépense plus tant que ça sous Louis XVI, mais l'État s'endette petit à petit depuis les années 1710 notamment, et donc ça fait plusieurs dizaines d'années que l'État est endetté en France à l'époque. La dette n'est pas arrivée du jour au lendemain sous le règne de Louis XVI, mais elle a une longue histoire et elle continue jusqu'à atteindre un niveau record. C'est pourquoi Louis XVI décide de prendre les devants finalement en convoquant cette assemblée des États généraux. Le problème est que Louis XVI a déjà augmenté les impôts avant l'Assemblée des États généraux pour que l'État ait plus d'argent et pour que l'État gagne plus qu'il ne dépense. Mais cette augmentation des impôts n'a pas permis de résoudre la crise fiscale, la crise de la dette de l'État. Question suivante, question 5. Comment Sa Majesté décrit-elle la répartition des impôts? Donc là, c'était assez simple, il fallait lire le texte. La répartition des impôts est décrite par Louis XVI comme inégale.
puisque effectivement les impôts reposent surtout sur le tiers-état et les ordres privilégiés, la noblesse et le clergé ne paient pas d'impôts. Question 6. Quel mouvement est évoqué dans cet extrait? Un désir exagéré d'innovation se sont emparés des esprits et finirait par égarer totalement les opinions. Donc on en a parlé tout à l'heure. Ce désir exagéré d'innovation, ça concerne, selon Louis XVI, le mouvement des Lumières qui a commencé à la fin du XVIIe siècle et qui propose donc des innovations dans la politique, dans la société. Question 7. L'Assemblée des représentants de la nation ne représente pas la société française du XVIIIe siècle. Donner une justification à cette affirmation. Donc là, il fallait utiliser les connaissances. L'Assemblée des États généraux ne représente pas la société parce que la société française est composée à 95% du tiers-état, en fait, surtout des paysans, et l'Assemblée des États généraux est composée à seulement 50% de députés du tiers-état, qui ne sont pas des paysans, mais qui sont plutôt des membres des bourgeois, des membres de la bourgeoisie. Et les 50 autres pourcents des États généraux, ce sont des députés, donc 25% des députés de la noblesse et 25% des députés du clergé, alors que ces 50% de députés nobles et prêtres ne font en fait que 3, 4%, 5% maximum de la population française. Donc l'Assemblée n'est pas du tout représentative de la population française, qui est surtout des paysans issus du tiers-état. Question 8. Quel est le rôle que Sa Majesté se donne en tant que roi? Donc il se donne un petit peu le rôle de gouverneur du royaume, on va dire de capitaine, qui est là pour assurer un peu le bonheur de son peuple, en tout cas c'est ce qu'il dit, et il veut agir dans l'intérêt de son peuple, et c'est pour ça que Louis XVI convoque cette nouvelle assemblée pour essayer de trouver des réponses, des solutions aux problèmes de la France. Et enfin, dernière question, comment réagissent les députés du tiers-état le mois suivant ce discours? Donc le discours du roi est prononcé début mai 1789, et donc environ un mois après ce discours, au mois de juin, donc le 17 juin, les députés du tiers-état, face à l'attitude de Louis XVI qui refuse d'écouter leurs revendications, qui refuse que les voix du tiers-état comptent plus que les voix des députés du clergé et de la noblesse. Donc face à l'attitude de Louis XVI et de la noblesse, les députés du tiers-état décident de se déclarer Assemblée nationale le 17 juin 1789. 3 jours plus tard, en réaction à cette décision des députés du tiers-état, Louis XVI décide de faire fermer la salle des débats des députés du tiers-état. Ces députés, donc très mécontents, se rendent à une salle du château de Versailles pour débattre, donc la salle du jeu de paume au château de Versailles. Et arrivés dans cette salle, finalement, les députés du tiers, accompagnés de quelques nobles et de quelques députés du clergé, mais peu nombreux, les députés donc de cette nouvelle autoproclamée Assemblée nationale, le 20 juin 1789, font le serment du jeu de paume, c'est-à-dire qu'ils jurent d'écrire une constitution pour la France et de ne pas se séparer, de garder leur assemblée telle qu'elle, tant que cette constitution ne sera pas écrite. Donc un mois plus tard a lieu le serment du jeu de paume, le 20 juin 1789, et donc c'est un tournant dans la Révolution, puisque clairement les députés du tiers-état entrent un petit peu en résistance par rapport à Louis XVI et demandent clairement un changement des règles de la monarchie, avec une assemblée, en tout cas un groupe de personnes qui se proclament Assemblée nationale et qui demandent l'écriture d'une constitution pour changer le fonctionnement de la monarchie française, au moins en partie. Et donc c'est vraiment à ce moment-là le début d'un tournant dans la Révolution française. Merci beaucoup d'avoir suivi ce corrigé. Je suis désolé pour les quelques imperfections de l'audio, et à bientôt éventuellement pour un prochain corrigé. Merci.